Voilà, nous sommes avec Dr Mokhtar Mbaye, qui est aujourd'hui spécialiste des questions économiques en économie et du développement, dans les questions d'intégration régionale comparée, dans les questions bancaires, en monnaie et finances internationales et en microfinance. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Dien. Docteur, vous avez lancé un parti dénommé le Parti des citoyens intègres, PCI. Docteur, aujourd'hui, pouvez-vous revenir avec nous sur l'idée de la création de ce parti et dans quel contexte vous l'avez créé? Nous l'avons créé, monsieur Dien, parce qu'en fait, aujourd'hui au Sénégal, on vit un contexte marqué quand même par des difficultés en tout genre, vraiment dans beaucoup de domaines. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous voulons jeter l'opprobre sur personne, nous voulons jeter d'invectives sur personne, mais quand même, c'est une réalité que de constater que dans les secteurs clés qui interpellent vraiment la vie des populations, il y a énormément de difficultés. J'en cite quelques-uns: le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur au niveau de la sécurité et au niveau donc de la sécurité. Donc dans tous ces secteurs aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. Et encore aussi, le niveau de vie donc, des populations sénégalaises ne cesse vraiment de se dégrader depuis un certain nombre d'années. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de créer notre parti pour essayer vraiment donc d'apporter des solutions à tous ces problèmes aujourd'hui auxquels les populations sénégalaises, les immenses masses des populations sénégalaises sont présentement confrontées. Oui, docteur, vous avez parlé de tout cela, mais est-ce que vous avez un programme qui prend en compte toutes les préoccupations de ces populations, notamment de ce que vous venez de dire là? Effectivement, nous avons un programme donc de 500 pages qui est décliné en 15 parties. Et dans ces parties, nous avons essayé donc d'apporter des solutions, donc des éclairages sur tous les problèmes aujourd'hui qui interpellent donc la vie des Sénégalais au quotidien. J'en cite seulement quelques-uns. Au niveau par exemple de l'agriculture, c'est qu'il y a énormément de problèmes, alors que ça devrait être le secteur donc, qui constitue le socle du développement de notre pays. Au niveau donc de l'industrie, aujourd'hui, le fleuron industriel qu'on avait, l'embryon industriel qu'on avait aujourd'hui a été complètement détruit depuis les années 80 avec les plans d'ajustement structurel. Au niveau de la santé, il y a énormément de difficultés, c'est pourquoi donc nous l'avons intégré pour voir comment solutionner ces problèmes. Pour la sécurité, nous avons aussi un volet politique étrangère, politique culturelle, politique sportive, la réduction des comptes qui doit être la réalité dans un pays, le renforcement de la démocratie, parce qu'aujourd'hui nous voyons quand même, il y a un recul démocratique dans certains domaines, etc. Vraiment, je veux citer les parties les plus importantes, mais en résumé, je peux vous dire que toutes les préoccupations des Sénégalais sont prises en compte dans ce programme de 500 pages que j'ai concocté quand même en 20 ans parce que c'est une longue réflexion. Alors, aujourd'hui, vous comptez briguer le suffrage des populations. D'abord, pouvez-vous nous rappeler de quelle obédience votre parti Monsieur Dien, je ne vous apprends rien. Vous savez aujourd'hui que, comme on le dit souvent, la période à laquelle nous assistons, c'est une période marquée par la mort des idéologies. Parce qu'aujourd'hui, le seul régime qui existe, c'est l'économie de marché. Sinon, les autres, si vous prenez par exemple la Russie, si vous prenez par exemple la Chine, c'est des systèmes hybrides. C'est-à-dire qu'il y a un système politique socialiste et un mode de production capitaliste. Par conséquent, aujourd'hui, c'est la mort des idéologies. Par conséquent, nous, notre camp, c'est quoi? Nous, notre parti, c'est le Sénégal. Nous, ce que nous voulons, c'est prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Ce que nous voulons, c'est apporter des solutions à toutes les difficultés aujourd'hui auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Maintenant, comment apporter des solutions? C'est ça donc vraiment, si je peux parler d'obédience, c'est ça notre obédience. Mais cela étant dit, nous disons aussi que nous sommes des gens quand même proches des préoccupations sociales. Par conséquent, nous ne sommes pas très loin du socialisme. Mais comme on dit aujourd'hui, nous ne voulons pas, par exemple, annoncer une couleur, comment dirais-je, une obédience, sachant que ce ne sera pas possible. Par exemple, le socialisme scientifique, qui est caractérisé par la socialisation des moyens de production, aujourd'hui, c'est utopique vraiment de vouloir l'appliquer dans un pays comme le Sénégal. Donc, en résumé,
Vraiment, nous, notre obédience, c'est de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais et d'apporter des solutions à tout le problème. Oui, docteur, je veux bien, mais vous êtes dans un contexte politique où chaque parti politique décline sa feuille de route comme voulant prendre en charge les préoccupations des populations. Mais est-ce que vous avez les coups de franche pour quand même affronter le terrain politique? Avez-vous les moyens de votre politique? Nous le pensons très bien, parce qu'en fait, nous avons... Vous ne devez pas penser. C'est une manière de parler. Ouais. Je devrais même dire que j'en suis sûr. Ouais. Parce qu'en fait, nous, les moyens que nous avons, c'est des moyens infaillibles. Ouais. Nous comptons vraiment sur l'adhésion des populations. Nous comptons sur une large adhésion des populations à notre programme. Parce qu'en fait, vous avez le meilleur programme. Si ça n'emporte pas l'agrément des populations, ça ne servira à rien. Vous ne pouvez pas là. Donc, nous vraiment, le socle sur lequel nous comptons donc nous reposer, l'argument massif que nous voulons utiliser, c'est vraiment l'adhésion donc des populations. L'adhésion des populations. Alors voilà, comme nous venons de le dire tantôt, j'ai voulu vous parler un peu toujours de la situation politique, notamment les inscriptions sur les listes électorales, les cartes d'identité numérisées, comme on le dit. Alors, où en êtes-vous par rapport à cela? Bon, nous, comme tout le monde le dit, nous pensons aujourd'hui que le processus est assez lent. Parce que compte tenu vraiment donc du nombre des commissions, moi je pense que les commissions sont restreintes. Parfois, les gens ne sont même pas informés, par exemple, du passage d'une commission. Je pense que tout ça, quand même, c'est des lacunes qu'il faut corriger. Parce que ce que je vois, c'est que je ne vois même pas la pertinence aujourd'hui de vouloir à cette période-là imposer coûte que coûte, par exemple, l'introduction de nouvelles cartes d'identité. Parce que je ne pense pas que la CEDEAO ait dit au Sénégal et donné un deadline au Sénégal pour l'introduction de la carte d'identité CEDEAO numérisée. Moi, je pense qu'on aurait pu attendre une période plus propice, vraiment, et sans se mettre des pressions inutiles, donc déployer ce programme. Mais tel que je vois, en tout cas, le déroulement des inscriptions, je ne suis pas tellement reçu. Alors, un parti ici au Sénégal ne pouvant pas aller seul briguer le suffrage des populations pour aller à la tête de ce pays, comment comptez-vous aller ou briguer le suffrage des populations seul, en alliance ou... Là, je vais surprendre M. Dien parce que vraiment, aux législatives, nous comptons cette fois-ci aller seul. Nous sommes un nouveau parti, un jeune parti, nous venons de créer notre parti. Par conséquent, nous voulons d'abord nous compter. Nous voulons nous peser pour connaître notre poids avant vraiment de songer à nous lancer donc, dans des alliances, à nous lancer dans des coalitions. Donc pour les législatives de 2017, nous comptons aller. Et plus tard, nous sommes un parti un peu particulier. Dans la mesure où ce que nous voulons, nous, c'est introduire. La particularité, c'est que nous voulons introduire aujourd'hui dans le land de nos politiques le programme. Ce qui n'est pas aujourd'hui quelque chose de généralisé. D'ailleurs, le Parti dit souvent que l'opposition n'a pas de programme. Nous n'en faisons pas partie. Et je pense aussi que, en tout cas, tout homme politique sérieux doit commencer par concocter un programme. Surtout pour des élections présidentielles. Parce que, comme on dit, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Un homme qui a parcouru donc le pays, qui connaît les souffrances, qui connaît les problèmes du pays et qui entend y apporter donc des solutions. Par conséquent, cela ne peut se faire que sur une base programmatique. Nous, ce que nous ferons, parce que souvent j'entends quelque chose, on dit que par exemple dans la banlieue, les gens ne connaissent pas le programme. Moi je dis, nous, le PCI, quand nous en finirons avec la banlieue connaîtra ce que c'est qu'un programme. Tout homme politique qui se présentera aux hommes et femmes de la banlieue, ces derniers lui demanderont donc le programme. Parce que pour nous, c'est un document fondamental avant de songer à faire quoi que ce soit. Parce que c'est quoi un programme en fait? Un programme, c'est lister les maux dont souffre la localité, c'est lister les maux dont souffre le pays. Et maintenant, proposer des solutions faisables, réalisables. Nous, je ne parle même pas donc du niveau national, mais même au niveau local. En tout cas, tous les gens qui voudront par exemple briguer les suffrages donc, de leurs concitoyens devront présenter un programme. Ça, c'est une viatique donc, de notre parti. C'est une exigence de notre parti. Tout homme ou tout groupe d'hommes qui veut briguer au nom de notre parti doit présenter donc, un programme. Par conséquent, nous, nos alliances ne seront pas très faciles parce que ce seront des alliances programmatiques. Ce
ce seront des alliances basées sur des projets. Et non pas des alliances pour enlever un parti ou pour enlever quelqu'un, comme on l'a souvent vu dans notre pays. Vraiment, nous voulons vraiment innover par rapport à ça. Alors, vous allez aller aux élections seul. Aujourd'hui, l'opposition est en train de recuser le ministre de l'Intérieur quant à l'organisation des élections. Vous qui êtes pas novice, qui allez vous lancer pour une première fois en vous testant, alors êtes-vous d'avis ou bien êtes-vous d'accord avec ce que dit l'opposition ou que pensez-vous réellement pour quelqu'un qui devrait organiser ces élections à venir? Là, nous sommes parfaitement en phase avec l'opposition. Nous pensons que, par exemple, le ministre de l'Intérieur, en tout cas, ne nous semble pas être la meilleure personne pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, vraiment sans lendemain donc, électoraux marqués par exemple par des contestations. Pourquoi? Je donne un exemple. Pour par exemple le référendum. Mais il a fallu que l'opposition fasse des pieds et des mains pour avoir le fichier électoral. Ça, c'est pas normal dans une démocratie. Dans une démocratie, le ministre de l'Intérieur ne doit même pas attendre que l'opposition réclame le fichier. Tout le monde doit disposer du fichier. C'est un document de travail. Et il a attendu le dernier moment pour le dire, ah bon, vous voulez le fichier? Voilà le fichier. Là, par exemple, moi, je n'ai pas apprécié. Actuellement aussi, les choses telles qu'elles se passent sous le magistère donc, du ministre de l'Intérieur, en tout cas, moi, ça ne me rassure pas. Nous, au niveau du PCI, ce qu'on souhaiterait, bon, le président de la République est nommé donc, est libre de nommer qui il veut au poste donc, de ministre de l'Intérieur, mais pour les élections, qu'on ait une personnalité indépendante, vraiment qui distance des partis politiques. Ça peut être un ministère, ça peut être une direction, mais que ce soit en tout cas une instance à équidistance de tous les partis politiques et du parti au pouvoir. En tant qu'économiste, comment appréciez-vous l'action du chef de l'État, du président, depuis son avènement, la politique économique, notamment dans l'industrialisation, qui pourrait quand même booster l'économie du Sénégal? Bon, je ne veux pas trop personnaliser, parce que je dis que le président de la République a son programme. Nous avons le nôtre. Nous avons un programme de 500 pages, comme je vous l'ai montré, comme vous l'avez vu. Par conséquent, vraiment, il y a assez de matière pour discuter. Sur ce, je vous renvoie à un article que j'avais fait dans un journal de la place, et qui était intitulé « Sénégal, situation économique peu reluisante ». Voilà la conclusion à laquelle on avait abouti et basée sur un argumentaire vraiment scientifique. Parce que nous avons essayé d'analyser la situation économique du Sénégal à travers 4 taux. Parce que si vous voulez analyser la situation économique de n'importe quel pays, vous pouvez vous baser rapidement sur 4 taux. Et ça, on l'appelle le carré magique. Les 4 taux, c'est quoi? C'est le taux de croissance, c'est le taux de chômage, c'est le taux d'inflation et c'est le taux de couverture. Et on a vu que parmi ces 4 taux, il n'y a que le taux de croissance qui semble satisfaisant, qui ressort à 6%. 6,3% je pense cette année. Encore qu'on peut épiloguer là-dessus, parce qu'un taux de croissance pris isolément n'est pas très significatif. Comme je le dis, un taux de croissance pour être significatif doit s'inscrire dans la durée. Ça doit être donc une croissance durable et non pas une croissance erratique. Je dois quand même honnêtement avouer que depuis 4 ans, quand même, le taux de croissance s'inscrit en hausse. Mais si vous prenez le trend sur 10 ans, c'est un taux de croissance erratique. Donc aujourd'hui, c'est un taux de croissance qui ne peut pas engendrer le développement. Parce que pour qu'un taux de croissance puisse engendrer le développement, il faut que ce soit une croissance durable. Ça, c'est premièrement. Pour nos pays aussi, je pense qu'un taux de croissance en un chiffre, ce n'est pas très significatif. Je donne un exemple. Si vous prenez par exemple 6% ou 7%, le PIB du Sénégal, c'est combien? C'est 8 000 milliards. Donc 7%, ça fait 560 milliards. 560 milliards, ça m'arrangerait, ça vous arrangerait, M. Dien, mais c'est rien pour un État. Si vous prenez par exemple 560 milliards, vous divisez par 14 millions la population du Sénégal, chaque Sénégalais a 40 000 francs. Donc ce n'est pas tellement significatif. Ce qui est significatif pour nos pays, c'est des taux de croissance à 2 chiffres. Je donne encore un autre exemple. Si vous prenez par exemple la France, qui a aujourd'hui un PIB qui ressort à 1 200 000 milliards de francs CFA. Si vous prenez un taux de croissance seulement de 1%, ça fait 12 000 milliards. 12 000 milliards, vous divisez par 65 millions, c'est la population de la France, ça vous fait à peu près 190 000 par personne. Comparez maintenant 190 000 et 40 000. Donc le taux de croissance, pris isolément,
c'est pas très significatif. Maintenant, on vient aux autres taux. Il y a de l'inflation. Donc, même s'ils parlent d'inflation maîtrisée, on était quand même, ça avoisinait quand même 1%. Le taux de couverture, les importations dépassent largement les exportations. Le taux de chômage, ça, je pense qu'on n'a même pas de statistiques fiables, parce que je sais que si on avait fait les vraies statistiques, on ne serait pas loin de 50%. Par conséquent, si on analyse la situation économique du Sénégal par rapport à ces taux, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est une situation réduisante. Maintenant, l'industrie, moi je pense que le fleuron que nous avions avant les années 80 ont été détruits par les pastes, et jusqu'à présent, je ne pense pas donc qu'on ait reconstitué ce fleuron industriel. Nous, PCI, nous voulons nous y atteler. Nous voulons vraiment donc faire refleurir ce fleuron industriel qui était là et qui a été détruit par les plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et acceptés par notre pays dans les années 80. Alors, pour en revenir à la politique, aujourd'hui, le maire de Dakar, notamment Khalifa Sall, est entré devant la justice pour ces questions de fonds, on le dit, de la caisse d'avance. Alors, vous, en tant qu'homme politique, quelle appréciation faites-vous de cette situation? Bon, là, nous avons apprécié sur un double angle. Le premier, c'est que pour nous, et c'est dans notre programme, nous pensons que dans un pays de droit, la réduction des comptes doit être une réalité. Vous avez géré des deniers publics, vous devez vous attendre donc à des contrôles ponctuels. Vous avez géré, quand vous terminez par exemple votre gestion, vous devez vous attendre donc à un audit. Ça vous protège vous-même. On vous délivre un quitus si par exemple rien n'a été noté d'anormal, s'il n'y a pas été noté d'irrégularité ou de malversation. Par conséquent, nous, notre position au niveau du PCI, c'est que s'il y a par exemple malversation, les auteurs, s'ils sont traqués, quelle que soit la forme, quel que soit le moment, nous disons oui. Parce que peut-être les gens l'ignorent, en tout cas pour l'écrasante majorité de la population l'ignorent, mais il y a des phénomènes, je vous dis, M. Dien, tant qu'ils existent dans un pays, le détournement de deniers publics, la corruption, vous pouvez poser votre main sur le Coran pour dire que ce pays ne se développera jamais. C'est la raison pour laquelle en Chine, pour se développer, ils ont été obligés de l'ériger en crime. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième angle, c'est qu'aussi, il ne faut pas que aussi les gens instrumentalisent la justice et traquent quand, par exemple, quelqu'un est d'un bord et protège quand quelqu'un se trouve donc de l'autre côté. Là, vraiment, aussi, nous ne sommes pas d'accord. L'État doit être à équidistance. L'État doit, doit traquer tout le monde. L'État doit traquer tous les auteurs de malversation parce que ça fait partie des fonctions régaliennes d'un État respectable, d'un État responsable. Un dernier mot pour votre parti. Êtes-vous structuré? Oui, nous y allons petit à petit.